Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ de Québec et voici un nouvel épisode de balado-diffusion en ce qui concerne le monde du diabète. J'ai reçu récemment une question de la part d'une infirmière d'un groupe de médecine familiale qui me demandait des conseils en ce qui concerne la préparation des patients diabète de type 2 qui sont à l'insuline pour la colonoscopie. Évidemment, je travaille dans un hôpital et dans nos hôpitaux, nos patients, la consigne est simple, on leur met un dextrose 5%, on réduit un peu la dose d'insuline la veille et on les suit. Mais maintenant, comme vous le savez, la plupart des colonoscopies ne sont plus faites par des centres hospitaliers conventionnels, sont faites dans des milieux ambulatoires. Les patients qu'ils soient à l'insuline ou non, ou avec un régime complexe ou non de d'autres hypoglycémies oraux, sont suivis par les groupes de médecine familiale. Et donc, vous allez être amené comme infirmière, comme pharmacien ou comme médecin à donner des conseils pré-colonoscopie. J'ai donc fait une enquête sur ce sujet et j'ai fait quelques téléphones dans les centres hospitaliers ou les centres qui font en ambulatoire la colonoscopie pour me rendre compte qu'il n'y a pas encore de procédure vraiment établie de suivi et de préparation. Et donc, le sujet m'a intéressé, j'ai revisé la littérature, j'ai regardé ce qui se faisait dans certains hôpitaux américains. Et il y a une publication qui a été faite aussi d'experts en 2016 sur la préparation pré-colonoscopie chez les patients avec l'insuline, qui a été publiée et qui a été subventionnée par Lilly, une des compagnies d'insuline. Mais depuis 2016, il faut dire que nos patients ont quand même des régimes thérapeutiques beaucoup plus compliqués qui mixent des inhibiteurs de la GLT2, la metformine, des insulines très longue action et des agonistes de la GLP-1. Alors, voici mes conclusions quand même modestes pour peut-être le début d'une discussion. D'abord, il ne faut pas assumer que les centres qui feront les colonoscopies ont une procédure standard pour ces patients ou connaissent même les différents régimes thérapeutiques qui en diabète ont beaucoup évolué. C'est donc à vous de donner des consignes claires aux patients, de donner des conseils par écrit au centre qui fera la colonoscopie. Les procédures de préparation des colonoscopies varient entre les centres hospitaliers ou les centres qui font ces examens en ambulatoire, mais généralement, on a une réduction des apports solides pendant 24 à 48 heures avant la colonoscopie. Les patients passent à un régime clair pour diminuer les résidus, ce qui peut diminuer l'absorption calorique de façon considérable chez certains patients. Donc, c'est l'hypoglycémie qu'il faut éviter. Donc, mes conclusions. Pour ce qui est de la metformine, le patient devrait continuer sa metformine jusqu'à la journée de la colonoscopie. Il n'y a pas eu de cas d'acidose lactique provoquée par la préparation de colonoscopie dans la littérature. Pour ce qui est des inhibiteurs de la TTP4, on peut les continuer jusqu'à la procédure. Et le matin de la procédure, évidemment, on ne le prend pas. Même chose pour la metformine. Pour ce qui est des agonistes de la GLP-1, la plupart des patients ont des doses stables d'agonistes de la GLP-1 une fois par semaine. Donc, on doit continuer ces médicaments avant, pendant et après la procédure parce que seuls, sans sulfonyluréa ou sans insuline, ils ne causent pas d'hypoglycémie. Comme ces médicaments ont déjà été titrés longtemps avant la procédure, la plupart des patients n'ont pas de nausées, de vomissements, et donc on devrait continuer ces agents tels quels. En ce qui concerne les inhibiteurs de la GLT2, j'ai consulté la littérature, j'ai fait une recherche des effets secondaires dans les banques de données, j'ai consulté les MSL des compagnies. Il n'y a aucun cas d'acidose diabétique provoquée par la préparation de la colonoscopie avec les SGLT2. Donc, la recommandation de cesser cette médication 24 heures avant la colonoscopie est sûrement prudente. Je ne crois pas que c'est une faute de le continuer, même péri-colonoscopie. Mais malgré tout, je vais errer du côté de la prudence et je vous recommanderais d'arrêter la médication inhibitaire de la GLT2 24 heures avant la colonoscopie, de la reprendre lorsque l'alimentation est normale. Pour les sulfonyluréas, évidemment, c'est une autre histoire. Il faut faire un peu l'histoire
des hypoglycémies récentes. Si le patient a tendance à faire des hypoglycémies fréquentes, il faut réduire d'avance les sulfonylurées d'au moins 50% dans les journées qui précèdent la colonoscopie et les cesser la journée de la colonoscopie pour les reprendre lorsque l'alimentation est normale. En ce qui concerne l'insuline longue action, elle est généralement donnée le soir. Évidemment, si le patient réduit ses apports caloriques, qu'il s'agit d'un type 2, il faut peut-être réduire de 25 à 30% les doses d'insuline longue action la journée précédant la colonoscopie ou même plus si vous pensez que les apports caloriques vont diminuer. Le matin de la colonoscopie, le patient ne prendra pas ses insulines courte action ou moyenne action et reprendra ses doses habituelles à la reprise de l'alimentation normale. En ce qui concerne la Degludec, l'insuline très longue action appelée Tresiba, évidemment, il y a beaucoup de patients maintenant qui sont sur cette insuline. Cette insuline a une durée d'action très longue, 24-48 heures. Et donc, si on envisage de diminuer les doses parce que les apports caloriques vont diminuer, il faudrait probablement s'y prendre 2 à 3 jours avant la colonoscopie, réduire les doses de 25, 30 ou 40% et reprendre après la colonoscopie les doses habituelles. Évidemment, dans vos prescriptions, vous devez dire au personnel infirmier qui accompagnera vos patients lors de la colonoscopie de mesurer les glycémies le matin ou à l'arrivée au centre qui fera la colonoscopie des glycémies. Si la glycémie dans bas de 4, il faut vraiment conseiller au personnel de corriger l'hypoglycémie avant de faire la colonoscopie avec du glucose par la bouche ou intraveineux, un équivalent de 15 grammes aux 15 minutes jusqu'à correction, et de monitorer les glycémies aux heures jusqu'au départ et à la reprise de l'alimentation de notre patient. Il ne faut pas assumer actuellement que ces procédures sont faites d'emblée. Toutes ces recommandations que je vous ai données ne s'appliquent pas pour le diabète de type 1, qui est une bête un peu différente. Chez certains patients diabétiques de type 1, même la réduction de 15-20% ou 30% de l'insuline basale peut causer de l'acidocétose. Donc, la plupart de ces patients seront traités avec des doses à peu près normales d'insuline longue action et auront un dextrose le matin de la chirurgie. Ils seront monitorés de façon plus sérieuse. Alors, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Je ne prétends pas révolutionner le monde ici. Je vous demande de faire une réflexion, d'apporter peut-être ces réponses à vos médecins qui se posent des questions. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis Dr Claude Garceau, interniste à l'UCPQ. Vous pouvez me rejoindre à claudegarceau1@gmail.com ou passer par les voies hiérarchiques habituelles pour m'envoyer des questions. Au cours des prochaines semaines, nous aurons d'autres balados-diffusions. Nous parlerons entre autres très bientôt du prix des médicaments diabète dans le système assuré privé, comment conseiller nos patients. Nous aurons une intervention d'une patiente avocate un peu qui fait la défense des groupes de patients face à peut-être l'appétit démesuré des pharmaciens et des industries pharmaceutiques dans le domaine privé par rapport aux médicaments. Alors, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Je vous souhaite un bon début d'année et on se revoit bientôt. Dr Claude Garceau, UCPQ, à l'Institut de cardiologie et d'ophtalmologie de Québec, et à la prochaine.